Madame, Monsieur, bonsoir. L'information vient de tomber. Abdelmadjid Tebboune réélu président à la tête de l'Algérie avec 94,65% des voix. Une majorité écrasante pour le candidat indépendant. Et plébiscite national, l'Algérie démocratique a triomphé en dépit de toutes les tentatives de ses détracteurs. Alors les résultats vont s'afficher dans quelques instants à l'écran. 94,65% des Algériens ont voté pour le président Abdelmadjid Tebboune. Le candidat du FFS, Youssef Aouchiche, a obtenu 2,16% des voix. Quant à Abdelali Hassani Cherif, lui, du MSP, il a obtenu 3,17% des voix, comme vous pouvez le voir à l'écran à l'instant. Pour Abdelmadjid Tebboune, 5 329 253 voix, donc soit, on le répète, 94,65% des voix. Abdelali Hassani Cherif, lui, a obtenu 178 797 voix, donc 3,17%. Et enfin, Youssef Aouchiche, 122 146 voix, soit 2,16%. Voilà donc pour ce qui est des résultats qui ont été annoncés cet après-midi par le président de l'autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Cherfi, qui revient donc sur ces derniers chiffres. Je vous propose de l'écouter. Retour à présent sur l'annonce, donc, je le disais, des résultats qui a été faite un peu plus tôt dans la journée par le président de l'autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Cherfi. تحصل كل مترشح حسب العد التنازلي على ما يلي. Chaque candidat a obtenu selon le décompte. Premièrement, le candidat indépendant Abdelmadjid Tebboune a obtenu 5 329 253 voix, représentant un pourcentage de 94,65%. Monsieur Hassani Cherif Abdelali, du mouvement de la Société pour la paix, a obtenu 178 797 voix, représentant un pourcentage de 3,17%. Troisièmement, le candidat Aouchiche Youssef, candidat du Front des forces socialistes, a obtenu 122 146 voix, représentant 2,16%. Concernant les résultats obtenus par chaque candidat à travers les wilayas, vous pouvez, mesdames et messieurs, les retrouver sur le site officiel de l'ANI. Les résultats provisoires que je dois vous annoncer, conformément à la loi 259 alinéa 3 de la loi organique relative aux élections, seront directement communiqués à la Cour constitutionnelle. مباشرة إبلاغها فورا إلى المحكمة الدستورية. Voilà donc, c'était le président de l'autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Cherfi. Et puis sans plus tarder, on retrouve notre envoyé spécial Kherdine Batache qui se trouve au niveau donc du siège du QG du président Abdelmadjid Tebboune. Kherdine Batache, bonsoir. Bonsoir Nouhad, bonsoir. Alors Kherdine, vous vous trouvez au niveau de la conférence du candidat Abdelmadjid Tebboune. J'imagine qu'il y a eu une grande effervescence après cette annonce. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui Nouhad, alors pas la conférence du candidat Abdelmadjid Tebboune, mais celle du coordinateur général de la direction de campagne du candidat Abdelmadjid Tebboune, qui aura lieu ici même dans quelques instants. Donc je me trouve au niveau de la permanence de campagne du candidat Abdelmadjid Tebboune ici à Alger. Je vous laisse imaginer la ferveur, l'explosion de joie qui a eu lieu ici à la suite de l'annonce des résultats de la part de Mohamed Cherfi, président de l'autorité nationale indépendante des élections algérienne, un score très très important de la part du candidat Abdelmadjid Tebboune, très loin de ses deux autres concurrents, Youssef Aouchiche et Abdelali Hassani Cherif. Donc
La salle était remplie de jeunes, remplie de soutien et d'organisateurs qui ont travaillé d'arrache-pied durant 3 semaines lors de cette campagne et qui ont laissé exploser leur joie après l'annonce des résultats, une joie longuement contenue, disons-le. Un long suspense a eu lieu depuis hier avec l'annonce partielle des taux de participation de la part de l'autorité nationale indépendante des élections. L'on imagine justement la suite des événements ici avec cette annonce qui devrait avoir lieu lors de ce point presse qu'on attend ici tous, une présence large de la part de la presse nationale et étrangère. Donc voilà, les choses se passent de la manière la plus normale que l'on puisse imaginer ici au QG de campagne, avec une affluence importante, notamment de nombreux jeunes qui étaient, comme je le disais, présents tout au long de cette campagne. Nous attendons les annonces qui seront faites ici même de la part de monsieur le coordinateur général, donc je disais, coordinateur général de la direction de campagne du candidat Abdelmadjid Tebboune à l'issue de l'annonce donc de sa victoire aux élections présidentielles algériennes avec un score, je le rappelle, de 94,65%. Très bien, merci Kherdine Batache. Nous aurons à revenir vers vous dans nos prochains points de l'actualité pour plus d'informations. Alors Abdelmadjid Tebboune, réélu président de la République, haut la main avec un score, nous le disions, de 94,65% des voix. Et pour en parler ce soir, je suis entourée donc de 2 personnes, à commencer par Abdelkader Soufi, docteur et chercheur dans les questions stratégiques et sécuritaires. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Idir Sassi, qui était avec nous également hier soir, est revenu se joindre à nous ce soir, expert international en économie et finance. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous, toujours un plaisir. Et puis, depuis Genève, Riyad Sidawi, expert en géopolitique et directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale, est également avec nous. Bonsoir Riyad Sidawi. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir et puis un peu plus tard durant l'émission, Abdeslam Itache ainsi que Nazim Sini se joindront à nous. Alors messieurs, sans plus tarder, on commence avec cette information. Alors que cet après-midi, on était sur un taux de participation préliminaire de 48,03%, un taux acceptable puisqu'en 2019, il était tout juste de 39,83%. Abdelmadjid Tebboune a été réélu président de la République, je le disais, avec donc un taux de 94,65%. Abdelkader Soufi, les Algériens ont fait un libre choix et ils l'ont bien fait. Absolument, je pense que la première lecture des chiffres, d'abord, elle dénote de l'engagement des Algériens donc, vis-à-vis de cette question, notamment par rapport aussi aux Algériens expatriés qui étaient de l'ordre de 8,69 en 2019 et qui est autour de 19%. Donc, 19,57. C'est pratiquement plus que le double. Ensuite, donc de 39,93 à 48, c'est aussi plus de 10%. Et cela dénote de l'importance de ces élections pour les Algériens. Vous allez dire 48%, c'est juste la moyenne, et beaucoup de gens vont le dire. On va essayer de le dire d'une façon pragmatique et directe. Souvent, j'ai dit ici sur ce plateau que le comportement humain, la nature humaine, est un phénomène complexe et immesurable. Et par conséquent, ce n'est pas parce que nous avons vu autant de gens sur le terrain lors de la campagne électorale que cela aurait poussé l'ensemble des Algériens à aller voter massivement, donc jusqu'à 100%. Et pourquoi? Parce que nous avons pris l'habitude d'avoir des chiffres erronés et faux. Donc 98% de participation, 96%, c'est que l'on s'attend à cela. Et le plus, c'est que de l'autre côté, les gens qui en veulent, qui ont une dent contre l'Algérie, donc diront que même 50%, c'est un taux faible, incroyable, alors que c'est un standard international, que 50%, c'est ça. Ensuite, dans les 50% des votants, vous avez 94% qui ont voté pour le candidat libre Abdelmadjid Tebboune. Cela aussi dénote d'une autre chose, que les gens ont opté pour la stabilité et pour la continuité. C'est qu'ils sont
j'allais dire, conscients de ce qui les attend. Ils sont aussi, j'allais dire, contents des acquis, mais ils veulent plus. Car les engagements sont là, ils sont palpables, et ils sont basés sur des données fiables et réelles, même lors de la campagne électorale. Ce qui a fait la différence entre les trois candidats, c'est que le candidat indépendant avait un programme palpable sur lequel il s'est basé et à partir duquel il s'est lancé vers un nouveau quinquennat. Ça veut dire un nouveau plan d'attaque. Et les Algériens, vous le savez, d'abord, ils veulent la stabilité et ils ont touché en ce programme quelque chose de sincère. Et c'est pourquoi, donc, nous avons vu que les Algériens sont sortis malgré quelques éléments. D'abord, on ne va pas dire que la chaleur ou les inondations n'ont pas permis aux Algériens de sortir. Il y en a beaucoup qui aimeraient voter, qui ont mais et qui ne le font pas. C'est par paresse qu'ils ne le font pas. Même s'ils l'avaient fait, à supposer que les 50% qui restaient, si on l'a partagé équitablement entre les trois candidats, ça donnerait à peu près 17% pour chacun. Et 17% pour chacun, ça donnerait encore une fois une majorité absolue au candidat, donc sortant Abdelmajid Tebboune. Très bien. Riyad Sidaoui, l'Algérie démocratique a triomphé. Peut-on dire que la participation des citoyens à l'élection présidentielle témoigne d'un haut niveau de conscience de l'importance de ce scrutin ? Absolument, absolument. Je dis même, Dieu merci, nous vivons dans des républiques où la souveraineté est au peuple. La souveraineté est au peuple. Max Weber, le sociologue allemand, distingue entre trois légitimités. La légitimité traditionnelle qui concerne les monarchies, l'héritage, la légitimité charismatique, surtout pendant les guerres, et surtout, actuellement, la légitimité rationnelle, ça veut dire la légitimité des urnes. Le peuple algérien, qui est un peuple souverain, a choisi, et c'est un message très très fort. Il a choisi un président fort. Il veut dire que notre président doit être fort et très à l'aise avec une majorité écrasante, avec une armée puissante et forte et une économie prospère et forte. Donc c'est la stabilité, la continuité de la croissance. Nous savons bien que pendant le Covid-19 et le Corona, l'économie algérienne a été ralentie, touchée, comme toutes les économies du monde entier d'ailleurs, qui ont été paralysées par le Covid-19, le Corona. Donc le président n'a pas pu appliquer tout son programme. Donc voilà, le peuple algérien lui dit, vous avez encore l'opportunité d'appliquer toutes vos réformes, surtout les réformes qui touchent l'administration, l'économie en général, l'industrie, l'agriculture, etc. Donc c'est un message clair, fort du peuple algérien. Très bien. Idir Sassi, alors les médias algériens, la presse algérienne parle d'un succès de l'Algérie. Qu'en pensez-vous ? J'en pense, comme disait notre ami, donc nous sommes sur un quitus du peuple algérien pour la continuité. Alors la continuité, c'est surtout la continuité des réformes. Donc il y a une attente forte pour que les réformes soient menées à terme. Nous avons vu durant le premier mandat des réformes structurelles assez importantes vis-à-vis des attentes du peuple algérien en 2019, c'est-à-dire changer la façon de traiter l'économie, avoir plus de transparence et d'équité dans la distribution, la redistribution des richesses. Donc ces réformes qui avaient été engagées méritent, à mon sens, sur le plan historique et puis des attentes du peuple algérien, méritent une deuxième chance pour qu'elles soient effectives sur le terrain. Donc maintenant, nous sommes le 8, donc nous avons un nouveau président et donc nous savons à peu près quelle sera la suite. Et donc je pense qu'une stabilisation, mon sujet de prédilection c'est l'économie, donc une stabilisation accrue du sujet économique, c'est une vraie attente. Ça veut dire qu'il va y avoir très certainement une forte pression, donc avec un taux de 94%. D'un autre point de vue sur la balance, il y a une forte attente. Donc l'attente, elle est énorme.
Donc il faut agir vite et régler au moins une partie de ces attentes. Je parle du pouvoir d'achat, je parle de la jeunesse à laquelle il faut donner plus d'espace et répondre à ses aspirations et surtout régler ce qui est urgent. Donc la rentrée sociale, elle est là. Nous sommes donc septembre, le mois d'octobre, donc les budgets doivent être réfléchis en tout cas sur la base de cette forte attente de réforme, surtout du sujet économique. Très bien, on reste avec vous. Alors le dossier économique, vous l'évoquiez justement, il a pris de l'espace lors de cette campagne électorale. Des méga-projets ont été réalisés, tandis que d'autres sont en cours de réalisation. On a à titre d'exemple, on peut citer le programme dédié aux lignes ferroviaires, notamment le projet Bachar Tindouf pour le transport du minerai de fer de Gare du Bilat, ou encore la fin des travaux de raccordement de la mine de Bled El Hadba à Tébessa à la ligne ferroviaire dans le cadre de la réalisation du projet de la ligne ferroviaire minière Est, reliant donc plusieurs mines aux usines de traitement et de transformation. Quels sont finalement les principaux impacts économiques et sociaux attendus de ces projets ? La politique des grands projets qui a été enclenchée durant le premier mandat, elle va très certainement continuer. C'est ce qui est attendu. Et l'Algérie est un grand pays, il ne faut pas l'oublier. L'Algérie est en train de renforcer la structure économique, c'est-à-dire les infrastructures de base. Nous avons un grand pays, mais nous avons aussi un rôle à défendre. Ça veut dire que nous devons rester dans une logique dynamique constante. N'oublions pas que les ressources naturelles, donc je parle du pétrole et du gaz, sont des ressources limitées. Nous avons une infrastructure pétrolière qui nous a permis, la période précédente, d'assurer une certaine stabilité en termes de rente. Mais tout cela devra changer. Donc il faut réfléchir à la diversification de l'économie. Cette diversification, c'est aussi permettre au pays de devenir une plateforme, c'est-à-dire une plaque tournante, comme notre position géostratégique. Nous devons pouvoir recevoir de la marchandise et des richesses et pouvoir exporter. Donc pour faire tout cela, il faut avoir une infrastructure qui le permet, c'est-à-dire la logistique est un sujet très important. Ça permet de désenclaver des régions. Nous avons tous vu les problèmes à nos frontières. Donc ces populations frontalières, on ne va pas dire les attirer vers nous, mais nous devons aller vers ces populations parce que c'est d'abord des Algériens. Il ne s'agit pas de les attirer, il faut que nous-mêmes puissions aller vers ces populations et les stabiliser de plus en plus, c'est-à-dire désenclaver ces régions et créer des richesses. Donc tout cela nécessitera du budget. Et surtout, je pense que le mot inclure, l'inclusivité, c'est inclusion. J'ai perdu le mot en français. L'inclusion devra se faire de façon accrue avec les jeunes. C'est très important de penser aux jeunes. Les petites et moyennes entreprises et les start-up, elles ont bénéficié de beaucoup d'attention depuis le premier mandat, mais il faut rester pratique et pragmatique et effectif avec ce qu'on a dans notre réel, c'est-à-dire ce n'est pas qu'une question de chiffres. L'économie, c'est d'abord le réel. Donc la stabilisation, s'attaquer au sujet très urgent et puis penser surtout à tous ceux qui sont un petit peu en dehors de toute cette dynamique et à trouver des solutions dont peut-être penser à l'amnistie, penser à des sujets qui vont permettre de consolider le front interne dans toutes ses dimensions, économiques, sociales et même politiques. Très bien. Je voudrais à présent qu'on revienne sur cette information. Donc à Adrar, on évoque le lancement de la première phase du projet algéro-qatari pour la production de lait en poudre. Donc ce projet, il a récemment été initié, bénéficie d'une enveloppe financière de 3,5 milliards de dollars, devrait entrer en phase de production en 2026. Quelles sont les retombées économiques potentielles de ce projet algéro-qatari ? Ce sont des projets inédits, c'est historique et je disais pour les réformes… Ça va créer de l'emploi du coup pour la Ça va créer beaucoup d'emplois, ça va faire de l'attractivité, mais aussi c'est courageux quand même de penser à cette région-là et à ce type de projet dans cette région. C'est très important de le soulever. Ça va économiser des devises aussi.
Exactement, ça va nous permettre en tout cas un meilleur confort parce que maintenant on domicilie plus de production là où il y a les ressources. Je pense aussi qu'il est très important de diversifier les sources de financement parce qu'à ce jour, si on relaie développement à nos ressources pétrolières extractives, ça veut dire que nous allons rester encore plus liés au pétrole. Oui. Donc il faut diversifier. Nous avons été invités à devenir membres des BRICS, de la Banque des BRICS. C'est une bonne nouvelle, ça sera une nouvelle source de diversification de nos financements. Ces projets, c'est important. Reste que l'État algérien est quand même à 70 ou 75% de financement de ce projet. Nous sommes à la recherche dans une phase de recherche de savoir-faire. Ça veut dire nous déboursons juste pour qu'il y ait le savoir-faire. C'est une partie qui permet d'être plus attractif, mais dans l'avenir, pensons à diversifier les sources de financement et à tout ce qui est nouvelles technologies, etc., qui permettent de tirer la croissance vers le haut. Les grands projets structurants, c'est très important. Pensez aussi aux PME, PMI et start-up. Voilà. Oui, donc ne pas se reposer sur ces acquis finalement. En fait, Riyad, additivement- pardon, je reviens vers vous dans un petit moment, le temps d'aller vers Riyad Sidaoui qui doit nous quitter dans quelques instants. Riyad Sidaoui, une question pour vous. Face aux tensions géostratégiques aux frontières du pays, le défi numéro 1 pour l'Algérie, c'est la relance économique? Abdelkader Choffi, je me tourne vers vous, je vous pose la même question, le temps de régler le souci que nous avons avec Riyad Sidaoui. Donc face aux tensions géostratégiques aux frontières du pays, le défi numéro 1, c'est la relance économique pour l'Algérie. Absolument, absolument. D'ailleurs, additivement à ce que disait Dr Idir, c'est qu'en matière de macroéconomique, on sait faire et on a besoin de s'orienter vers le microéconomique. Donc, ça peut partir des start-up, créer les richesses. Et on a besoin, là, de deux, trois choses. Donc, aller vers la microéconomie, aller vers la recherche d'un financement externe aussi. L'État ne peut pas tout le temps financer les projets à elle toute seule. Et troisièmement, c'est l'acquisition de la technologie de pointe. 3 éléments essentiels qui permettent d'abord de réduire l'inflation et booster l'économie. Cette économie, donc plus on est riche, plus on est fort. D'abord, ça permet de consolider le front interne, du moment que tout le monde sera à son aise donc, dans son quotidien, mais aussi ça permet à l'État de faire face aux différents types de menaces à nos frontières. De manière d'abord à avoir ce côté hard, à permettre à nos éléments de sécurité de maintenir le cap sur nos frontières, donc et à avoir un œil permanent sur l'ensemble des menaces, mais aussi permettre à l'État algérien de développer des solutions soft avec nos voisins pour les aider à revenir à une stabilité qui ne peut que renforcer cette option de l'Algérie. Alors Riyad Sidaoui est de nouveau avec nous. Riyad Sidaoui, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends bien, oui. Très bien, alors nous évoquions à l'instant le défi numéro bien. 1 pour l'Algérie qui se trouve être la relance économique. L'Algérie entend devenir un acteur majeur d'approvisionnement d'énergie pour l'Europe, notamment avec cette guerre qui se déroule donc en Ukraine et la crise énergétique qui touche le continent européen. Absolument. C'est l'Europe aujourd'hui qui a besoin de l'Algérie. Ce n'est pas l'Algérie qui a besoin de l'Europe. On a vu les chefs d'État et les chefs de gouvernement européens qui visitent l'Algérie, rencontrent le président Abdelmajid Tebboune. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent leurs intérêts. Leurs intérêts, évidemment, c'est avec l'énergie algérienne, avec le gaz algérien, le pétrole algérien. En plus, c'est très très proche de l'Europe. Avec la crise aussi de la Russie, les prix des hydrocarbures ont beaucoup augmenté, surtout le gaz et aussi le pétrole. Donc l'Algérie a une excellente recette d'hydrocarbures. Donc elle est dans une position économique très très confortable
l'Algérie est sollicitée par les chancelleries occidentales et ce n'est pas le contraire. Ce ne sont pas les années 90 où l'Algérie cherche des prêts auprès du FMI. Non, aujourd'hui, eux, ils viennent en Algérie afin de chercher leur intérêt économique. Évidemment, l'État algérien est rationnel et équilibré aussi. On a remarqué que cette diplomatie algérienne dirigée par le président Abdelmajid Tebboune est une diplomatie très équilibrée, comme l'Algérie a reçu des hauts responsables politiques et militaires russes, en même temps a reçu des responsables politiques et militaires américains ou français ou allemands ou italiens. Bref, c'est la souveraineté, l'indépendance et l'Algérie cherche ses intérêts économiques aussi. Alors le rôle de l'Algérie, on l'évoque justement. L'Algérie a au cours de ces dernières années pesé sur la scène internationale. Elle a débuté, on le rappelle, son mandat de 2 ans au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc une opportunité qui place le pays au cœur des plus grandes décisions internationales. Cette nouvelle responsabilité a suscité des attentes considérables, mais elle s'accompagne finalement d'importants défis, de dilemmes complexes. Abdelkader Choufi, au lendemain de cette élection présidentielle, d'importants défis et enjeux attendent le président Abdelmajid Tebboune. Niveau économique, certes, on l'a dit, mais surtout sécuritaire. Absolument, et diplomatique aussi. Car l'Algérie, dès son retour sur la scène internationale et après qu'elle ait eu accès au Conseil de sécurité, elle a excusez-moi du terme, elle a déstabilisé l'hierarchie. L'ordre mondial tel qu'il a été conçu et imposé, on a souffert de l'action de l'Algérie qui a éveillé les consciences et qui a quelque part changé les visions, même chez beaucoup de pays occidentaux qui, quelque part, se sont démarqués de l'unilatéralité de la vision américaine qui l'impose à travers le monde. Et là, écoutez, l'Algérie, elle est attendue à plus d'un titre parce que déjà sur le plan politique extérieur, qui est le reflet de la politique interne, l'Algérie révise ses visions économiques et donc elle ne s'attarde plus sur ce partenariat avec l'Union européenne, mais elle cherche à diversifier ses partenariats, que ce soit dans l'ordre bilatéral avec des puissances émergentes, mais aussi elle regarde vers le sud, elle regarde vers son espace vital, elle regarde vers sa profondeur stratégique et qui lui est d'un apport prometteur. Cela dit qu'on ne l'entend pas de cette oreille ailleurs et on veut quelque part ou déstabiliser l'Algérie ou la voir comme partenaire. Maintenant, ça dépend. Aujourd'hui, le nouveau président de l'Algérie réélu, ça veut dire que Abdelmajid Tebboune, il est attendu à l'international, mais il revient avec la casquette du plus fort, car conforté dans sa politique extérieure et dans sa politique interne par le peuple algérien, cela veut dire que la négociation avec l'Algérie serait différente. Et ça, c'est un atout majeur pour l'Algérie et pour M. Abdelmajid Tebboune. Alors, il est à mon sens important de rappeler aujourd'hui les nombreuses campagnes de propagande qui ont ciblé l'Algérie et cette élection présidentielle durant les dernières semaines. Nous l'évoquions ici même hier, les médias français n'ont pas hésité à dénigrer cette élection. Ils sont même allés jusqu'à dénigrer le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Monsieur Idir Sassi, pourquoi un tel acharnement selon vous ? L'Algérie, historiquement, a toujours défendu un monde multipolaire. Donc nous défendons un monde multipolaire, une certaine forme d'altermondialisme. Je ne pense pas que l'Algérie a une vision frontale ou exogène avec les États-Unis, comme disait, parce que vous avez cité les États-Unis en disant que nous avions une position frontale. Je ne pense pas, c'est mon avis. Donc, à mon avis, la vision de l'Algérie, c'est un monde multipolaire dans lequel plusieurs parties doivent donner leur avis.
L'Algérie est une locomotive de l'Afrique, avec l'Afrique du Sud. Il y a un axe qui doit être défendu. Maintenant, la manière, moi, pour rester un peu pragmatique et utile, j'insiste sur le mot utile, quand je vois que nos jeunes ne savent pas, ne sont pas conscients de ces enjeux, par exemple, des dangers qui nous guettent ou bien des opportunités que nous avons chez nous. Donc il y a une communication que les autorités algériennes doivent améliorer avec la jeunesse algérienne. Donc moi, des partis extérieurs qui vont chercher à nous dénigrer, il faut avoir les moyens, en tout cas, de démontrer la réalité des choses. C'est que nous sommes un pays d'opportunités. Nous sommes un pays de jeunes et puis être capable d'expliquer à notre jeunesse, nous sommes 70% de la population est jeune, de leur expliquer la réalité des choses. C'est vrai que la jeunesse n'est pas assez sensibilisée par rapport à ça. Elle n'est pas sensibilisée, mais elle s'abreuve de ces fake news. Oui, de ce qu'elle voit sur les réseaux sociaux. Exactement. Donc quel est le plan pour que ces choses n'arrivent pas? Il faut qu'il y ait plus d'initiatives pour permettre que la bonne information, en tout cas, soit accessible à tout le monde. Donc maintenant, sur un autre plan, l'Algérie, autant que locomotive, nous devons en tout cas travailler avec le maximum de partenaires, sécuriser surtout notre espace immédiat. Nous savons tous que notre espace immédiat actuel pose beaucoup de défis. Il faut parler avec le maximum de partenaires, en tout cas, qui sont susceptibles d'aider à ce que cette situation se règle. Donc, parce que vous avez bien vu que la déstabilisation, le chahutage de notre espace immédiat se fait par l'intermédiaire, non pas de puissances premières, mais par des puissances intermédiaires. Donc il faut parler directement, comme dit, pas au prophète, on parle directement au commanditaire, quoi. Voilà. Non, donc, en fait, juste dans la continuité, moi je n'ai jamais dit que l'Algérie s'opposait frontalement aux États-Unis d'Amérique, du moment que les États-Unis d'Amérique eux-mêmes sont un partenaire de l'Algérie. Exactement. Et donc la vision de l'Algérie sur la scène internationale, dans le cadre de ses relations bilatérales ou multilatérales, elle cherche les partenaires stratégiques et les partenaires fiables. Cela ne veut pas dire qu'en contrepartie, qu'elle va abandonner sa doctrine au profit d'un partenariat quelconque. Les positions de l'Algérie sont dites de la manière adéquate. Quand je dis déstabiliser l'hiérarchie, parce que l'ordre mondial tel qu'il est, il est d'une vision unilatérale, et justement l'Algérie, elle cherche à aider j'allais dire, la société internationale à revenir au droit international et aux principes même fondateurs de l'Organisation des Nations Unies, à savoir la paix et la sécurité. Je rajoute sur la même lancée, c'est que nous sommes un pays qui compte. Ouais, d'accord ? Nous avons vu, et pour les observateurs, que ces puissances ont coordonné et coordonnent avec l'Algérie sur beaucoup de questions régionales et même mondiales. Donc, nous sommes un pays qui compte, et donc ce niveau-là, donc parler à toutes les puissances, être comme moi, l'exemple que je cite en matière économique, c'est la réussite entre guillemets. Ça peut être un exemple pour les uns et les autres. Chacun il a son avis. L'Inde qui arrive à parler avec tout le monde. Oui. Et de cette façon, l'Inde est un hub, un déversoir de richesse, et donc il achète de tout le monde, il exporte pour tout le monde. Donc je pense que ça serait un exemple de pouvoir parler avec tout le monde et d'être un acteur de stabilité. Excusez-moi monsieur, je vais devoir vous... Nous sommes un exportateur de stabilité, comme le disait un grand responsable. Gardez votre idée, je reviens vers vous dans quelques instants. Le temps de retourner vers Riyad Sidaoui qui nous quitte dans quelques minutes. Riyad Sidaoui, vous êtes toujours là ? Oui, je suis là, oui. Alors très bien. Riyad Sidaoui, j'entends bien. Vous avez donc suivi un petit peu le débat entre les deux invités ici sur le plateau. J'aimerais votre avis sur la question. Oui, la diplomatie algérienne est toujours inspirée des valeurs du 1er novembre 1954. Ça veut dire équilibré, on a des bonnes relations avec tout le monde, évidemment pas avec l'entité sioniste, mais ça n'empêche pas aussi de défendre les peuples opprimés, de soutenir les mouvements de libération nationale, alors peut-être la cause palestinienne. On a vu l'ambassadeur
Ammar Benjama à New York, au sein de l'ONU, comme un lion de la diplomatie algérienne qui défend la cause palestinienne, aussi la cause du peuple sahraoui. Ça veut dire que nous sommes fidèles à nos valeurs du 1er novembre 1954, mais aussi nous sommes rationnels, nous sommes lucratifs, on cherche nos intérêts, que ce soit avec l'Europe ou la Russie ou la Chine ou les États-Unis d'Amérique, et ça renforce la souveraineté et l'indépendance de l'État algérien. L'Algérie, on ne peut pas la classifier ni dans l'axe de l'Ouest ni l'axe de l'Est. Comme pendant aussi la guerre froide, l'Algérie, la diplomatie algérienne, a favorisé les pays de tiers-monde, ça veut dire les pays non alignés, au lieu de s'intégrer au bloc soviétique ou au bloc occidental. C'est ça la diplomatie algérienne. Comme je dis, moi, quand j'analyse la diplomatie algérienne et ses actes, je cherche ses fondements au sein de la déclaration du 1er novembre 1954. Elle est toujours fidèle à ses valeurs grandioses. Mais oui, l'Algérie soutient les peuples opprimés, soutient les mouvements de libération nationale, comme elle a soutenu Nelson Mandela et la cause du Sud-Afrique. Aujourd'hui, on voit le Sud-Afrique qui défend la cause palestinienne. Aussi, l'Algérie défend et contre la normalisation avec l'entité sioniste. Merci. C'est peut-être pour cette raison, puisque le président Abdelmajid Tebboune est considéré avec le président Kais Saïd comme deux faucons contre la normalisation avec l'entité sioniste. Pour cette raison, on voit les lobbies sionistes qui sont très actifs au sein des médias occidentaux qui attaquent et dénigrent l'Algérie. Merci Riyad Sidaoui. Je rappelle que vous êtes expert en géopolitique et directeur du CARAPS. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir à présent M. Abdeslam Itache, président de l'association France-Palestine Solidarité. Bonsoir. Monsieur Abdeslam Itache, est-ce que vous m'entendez? Monsieur Abdeslam Itache? Bon, il semblerait... Ah, vous m'entendez. Très bien. Monsieur Abdeslam Itache, vous restez avec nous. On revient dans quelques instants. Ça m'est arrivé ça sur My. L'Algérie triomphante, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre pour cette émission. Alors avant de passer à l'Algérie qui est donc omniprésente sur la scène internationale, Abdelkader Soufi, je voudrais parler de la communauté algérienne établie à l'étranger quelques instants seulement. Alors cette communauté, elle a montré durant cette élection, durant la campagne électorale aussi, une image positive de la pratique politique et de la démocratie, une leçon de démocratie au monde selon vous, quand on pense notamment à notre communauté qui vit en France et quand on voit ce que vit la France en ce moment. Absolument. D'ailleurs, je pense qu'ils sont les mieux placés pour savoir cette différence aujourd'hui entre la réalité de la démocratie telle qu'elle est exercée ici et telle qu'elle est véhiculée de l'autre côté de la mer, mais comment elle est exercée là-bas aussi. L'exemple est palpant quand on parle de ce qui se passe en France, donc une minorité qui s'accapare du pouvoir. Mais ce qui est important par rapport à la diaspora algérienne, en fait, c'est un atout majeur pour l'Algérie parce que les Algériens établis à l'étranger, notamment ceux qui peuvent ramener le plus pour l'Algérie, en plus de leur participation massive pour conforter leur engagement et soutenir leur vision ou leur identité, donc qu'ils sont attachés à leur pays, c'est qu'ils peuvent ramener un plus. C'est parce qu'il y a beaucoup de richesses chez nos concitoyens à l'étranger. Ils sont puissants en France, ils sont aussi ailleurs un peu à travers le monde. Et ils ont des entreprises, ils ont un savoir qui ne peut que ramener ce plus escompté et attendu en Algérie. Donc le fait que la communauté algérienne participe massivement à l'étranger, c'est plus qu'un simple indicateur que celui de participer seulement.
Non. Déjà aussi, je vous vois hocher de la tête, vous rejoignez les propos. Oui, il a dit la quelque chose qui m'a beaucoup interpellé, très important. Il a dit quelque chose qui est de l'ordre du ressenti en tant qu'Algérien, en disant que notre communauté à l'étranger, elle est plus consciente parce que, au fait, elle vit le deux poids, deux mesures. Oui. C'est-à-dire que c'est des choses qu'ils voient. C'est des gens qui ont accès à l'information, qui voient les fake news, qui voient le désordre dans ces sociétés qui critiquent les autres. Donc, donc tout cela fait que des occasions comme celle-là, donc qu'on puisse aller vers eux, c'est encore consolider notre pays. Et puis surtout, qu'ils ont très certainement une volonté, donc une motivation beaucoup plus supérieure que nous-mêmes qui nous sommes peut-être dans une zone de confort. C'est comme les Algériens en 62. Ouais. Ça veut dire qu'ils ont vécu les injustices de toute forme, donc d'où cette motivation de faire, donc de ne pas perdre cette chance qui est l'Algérie, de pouvoir la construire pour ne pas regretter demain. Et ils essaient de nous le dire surtout. Exactement. À chaque fois que je les rencontre, je trouve chez eux une flamme qui est vivante, quoi, qui est là, et donc on doit s'en inspirer. Alors c'est joliment dit, une flamme qui est vivante, donc c'est vraiment quelque chose qui ne s'éteint pas, c'est authentique. À chaque fois, ils nous le disent, mais voilà. Est-ce qu'on le perçoit? Ils nous l'ont dit, et je le dis au moins doublement. Hein. Oui. Ils nous l'ont dit lors des élections, mais ils nous l'ont dit lors de manifestations sportives internationales. Oui. Cet art, ce nationalisme extraordinaire qui rappelle justement le côté révolutionnaire de l'Algérien qui veut... Très bien. Justement, la communauté nationale établie à l'étranger, on va en parler avec Abdeslam Itache. Rebonsoir. Bonsoir. Alors, cette communauté, cette diaspora, vous en faites partie, vous vivez en France. Quel est donc votre sentiment concernant l'Algérie? Est-ce que vous trouvez que la diaspora aujourd'hui s'implique plus que jamais? Est-ce qu'aujourd'hui elle est consciente de l'importance de l'Algérie? Bon, déjà, pour commencer, évidemment, ce devoir citoyen, je peux vous dire qu'il est, il est rempli par ma personne à chaque élection. Et je peux vous dire que j'ai remarqué une augmentation du nombre de personnes qui sont déplacées donc, dans les bureaux de vote. Et en effet, il y a un réel engouement et un regard qui est porté sur l'Algérie, évidemment, qui a toujours été bienveillant, ce n'est pas le propos, mais qui présente beaucoup plus d'intérêt pour des Algériens qui vivent en France et qui voient bien que le niveau de vie en Algérie évolue. Il y a aussi la situation en France qui devient exécrable et cette envie d'investir en Algérie se fait ressentir et combien il est important pour ces Algériens d'espérer justement de voir ces améliorations. Et d'ailleurs, ce rendez-vous il est un rendez-vous crucial pour le pays, puisque justement, après ces changements politiques et sociaux qui ont eu lieu pendant le mandat d'Abdelmadjid Tebboune, on a pu voir justement ces améliorations. Et pour beaucoup d'Algériens, cet acte fondateur que de mettre un bulletin de vote dans l'urne, c'est une volonté de reconduire et d'avoir encore mieux. Je ne vous parlerai pas du PIB qui a augmenté de plus de 4% et les prévisions sont à la hausse. Donc que des indicateurs positifs, en tout cas pour les Algériens qui vivent en France et qui ont cœur à participer à l'évolution du pays. Très bien. Intéressons-nous à présent, messieurs, à l'omniprésence donc, de l'Algérie sur la scène internationale. Je reviens vers vous, Abdelkader Soufi. L'Algérie occupe aujourd'hui un rôle pivot dans la région. Absolument. Je pense qu'elle est triplement pivot. Hein. Donc, elle est donc c'est pivot méditerranéen, pivot arabe et pivot africain. D'ailleurs, le président de la République en a parlé hier. Au moment où il est parti voter, c'est ce qu'il en a parlé. Et pourquoi elle est triplement pivot? D'abord parce que c'est une porte vers l'Afrique et c'est une position stratégique. C'est un territoire géopolitiquement intéressant, mais aussi, et ce qui est important, c'est cette politique qui est prônée par l'Algérie, qui en fait d'elle un État incontournable dans sa politique
par rapport aux grandes puissances, parce qu'il faut le dire, le plus important, c'est comment maintenir un cap et une position par rapport à ceux qui font le monde. Ensuite, quand vous avez une parole et quand vous avez atteint un minimum de position, vous serez invité au G7. Je pense qu'on a été invité au G7. Alors, Abdelkader Soufi, Idir Sassi, priorité au direct. Priorité au direct. On va écouter dans quelques instants le coordinateur général de la direction de campagne du candidat Abdelmajid Tebboune en conférence de presse. Il s'agit donc de Samir Agoun. السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية. بداية نتوجه ونيابة عن المديرية وعن المترشح الفائز كما قلنا بجزيل الشكر والعرفان للشعب الجزائري على هذه التزكية، على هذه النتائج الطيبة التي قدمها لصالح رئيس الجمهورية ولصالح الجزائر. الانتصار هو انتصار جزائري وانتصار لفائدة الشعب الجزائري. الحمد لله أن العملية الانتخابية تمت في أجواء جيدة وفي أجواء طيبة، نتائجها كذلك. وأحيل الكلمة للسيد عماد ليدلي ربما بتصريحات إضافية. شكرا جزيلا زميلي المحترم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحية طيبة للجميع. لا يسعني في هذا المقام إلا أن أقول أن هذا النجاح أو نجاح المسار الانتخابي هو نجاح للجزائر، نجاح للشعب الجزائري كاملا. لا يفوتنا أيضا في هذا المقام أن أتوجه بجزيل الشكر إلى كافة الهيئة الناخبة في الجزائر وفي الخارج، كما لا يفوتنا أيضا أن نشكر كافة المواطنين الجزائريين الذين أدوا واجبهم الانتخابي وتوجهوا بقوة إلى صناديق الاقتراع، وهذا إن دل على شيء فهذا يدل على الوعي السياسي للشعب الجزائري. أيضا بهذه المناسبة ننوه دائما بالمستوى العالي الذي أبان عليه المترشحان للانتخابات الرئاسية، المترشح عن حركة مجتمع السلم وجبهة القوى الاشتراكية، خلال الحملة الانتخابية التي كانت حملة انتخابية نوقشت فيها الأفكار، نوقشت فيها البرامج خدمة للوطن، خدمة للجزائر. ختاما أتوجه بجزيل الشكر لكل الشعب الجزائري، نتمنى التوفيق للسيد الرئيس في مهامه النبيلة. شكرا لكافة أسرة الإعلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعطيكم الصحة. شكرا. Voilà, c'était donc le directeur général de la direction de la campagne du candidat Abdelmajid Tebboune en conférence de presse. Un mot sur ce qui vient d'être dit à Abdelkader Soufi. Bon, je crois qu'il est tout à fait normal et de tradition qu'après l'annonce des résultats des élections, que les directions et les permanences des candidats puissent donc développer un discours. Là, le plus important, ce que l'on peut toucher, c'est le remerciement au peuple algérien d'avoir participé globalement à ces élections et avoir donné de la réussite, et particulièrement pour ceux qui ont choisi le candidat indépendant, M. Abdelmajid Tebboune. C'est ce qu'il faut retenir. Idir Sassi. Alors oui, c'est une tradition, c'est normal de reconnaître et de remercier les autres candidats. Mais encore une fois, ce taux et donc ces résultats très largement en faveur du candidat Abdelmajid Tebboune font aussi qu'il va y avoir beaucoup d'attentes et donc beaucoup de responsabilités. Le candidat qui a réussi ce soir, aujourd'hui, hier en tout cas, il a carte blanche du peuple algérien. C'est une carte qui est franche et directe et sans appel. Et ça appelle donc à ce que les choses se fassent de façon courageuse pour faire les choses comme il se doit. Et non pas faire, ça veut dire une loi qui n'aboutit pas ou un projet qui va rester. C'est une carte blanche qui a son poids. Il faut y aller, il faut le faire. La classe moyenne est dans l'attente, le pouvoir d'achat, les jeunes, et donc tous ces sujets qui sont brûlants. D'ici, nous sommes en pleine rentrée sociale, et donc tout cela va peser encore plus dans les jours qui viennent. Et M. Abdeslam Itache, on rappelle une fois de plus que la communauté
algérienne donc établie à l'étranger a voté avec 19,57%. Donc c'était son taux de participation. C'est ça, absolument. Et en effet, moi, je m'inscris dans les propos de mes co-débatteurs. Et évidemment, les Algériens aujourd'hui attendent cette amélioration du cadre de vie avec le freinage de cette inflation. Et on le voit bien aujourd'hui, cette volonté de diversification économique qui est déjà en marche, j'ai envie de dire, sans jeu de mots malsain. Et Abdelmajid Tebboune a construit sa campagne sur la confiance et la transparence. Aujourd'hui, en effet, au regard des résultats, il y a un vrai plébiscite pour celui que l'on appelle ici en France Ahmed Tebboune. Alors aujourd'hui, tout le monde, parce que en fait, il renvoie cette image de l'oncle que l'on a tous, qui a toujours été bienveillant. Et c'est peut-être pour la politique adoptée avec cette diaspora que tout le monde le considère comme son oncle. En tout cas, complètement. Et c'est aujourd'hui, il y a autant il y avait une rupture, vous savez, à une époque plutôt compliquée. Aujourd'hui, les gens sont vraiment dans l'adhésion d'un projet et pas d'abord sur des bases qui sont factuelles. Quand on regarde ce qui a été fait depuis 2019 jusqu'à ce jour, et en effet, ces Algériens de France, mais j'ai envie de dire d'Europe, aujourd'hui, oui, ont donné quitus à Ahmed Tebboune et lui permettre vraiment de faire le travail. Je vous le dis encore, beaucoup d'Algériens aujourd'hui regardent avec un œil bienveillant vers l'Algérie et cette volonté d'investir et de s'investir en Algérie est encore beaucoup plus présente qu'elle ne l'était il y a quelques années. Très bien. Alors, on reste avec vous, hein, Monsieur Abdeslam Itache, pour parler de ces deux points qui tiennent à cœur au président de la République, à savoir la question palestinienne, mais aussi la question sahraoui. 2 points d'honneur donc pour l'Algérie. C'est l'Algérie qui a une position constante et immuable de solidarité envers ces deux peuples. En effet. Concernant la Palestine, et vous le savez très bien, tout Algérien a la Palestine au cœur, et c'est même un sujet qui est indiscutable. C'était Houari Boumediene, Dieu ait son âme, qui disait que la Palestine, qu'elle ait tort ou raison, l'Algérie est avec elle. Et en effet, l'Algérie sera toujours aux côtés des opprimés. Vous avez évoqué d'autres pays colonisés sur le continent africain. L'Algérie a toujours œuvré de cette manière-là. C'est l'Algérie qui reçoit Fidel Castro, qui reçoit les leaders des Black Panthers, qui reçoit Amilcar Cabral, qui reçoit Thomas Sankara, Nelson Mandela. Oui. Exactement. Et Nelson Mandela disait que l'Algérie a fait de lui un homme. Et à l'époque, déjà, l'ANC s'entraînait en Algérie et Nelson Mandela s'est formé en tant qu'homme politique. Il faut savoir qu'il était avocat et qu'il avait une culture politique plutôt approximative et qu'il a tout appris de l'Algérie. C'est lui qui le dit, hein, c'est pas moi qui l'invente. Et donc, oui, c'est la Mecque des révolutionnaires. Et d'ailleurs, pour reprendre une phrase d'Amilcar Cabral, qui disait que les chrétiens vont au Vatican, les musulmans vont à la Mecque et les révolutionnaires vont à Alger. Et donc, on ne déroge pas à ce principe-là. Très bien. Merci, Abdeslam Itache. On retourne dans quelques instants au niveau du QG du candidat Abdelmajid Tebboune, donc pour retrouver Kherdine Batache, notre envoyé spécial. Mais avant donc d'y retourner, Abdelkader Soufi, on en revient donc à la question palestinienne et à la question sahraoui, des positions immuables pour l'Algérie. Absolument. D'ailleurs, elles le sont pour l'Algérie, elles le sont pour les Algériens. Et elles l'ont été depuis toujours. L'Algérie qui se bat au Conseil de sécurité. L'Algérie a toujours pris position pour déjà la sacralité de la Palestine depuis Sidi Boumediene el-Rout, qui a combattu aux côtés de Salah ad-Din Ayyoubi Saladin. Ensuite, les Algériens ont combattu aux côtés des Palestiniens en 1947. Ils l'ont fait en 67, en 63, en 73, et ils sont restés fidèles à cette vision, cette position, et que
l'Algérie elle-même, elle ne déroge pas à la règle par rapport à la foi de l'Algérien. Et bien au contraire, elle exprime à travers sa politique et elle est le reflet réel de la philosophie des pères fondateurs et des Algériens dans leur quête d'aider les autres dans leurs droits et à les aider à retrouver leur indépendance, leur liberté. C'est pour cela aussi que l'Algérie ne peut pas changer de position, combien même elle nage contre le courant. Aujourd'hui, pratiquement, c'est seul contre tous, mais seul contre tous, elle le fait très bien. Seul contre tous, elle a réussi à redonner ses lettres de noblesse à la question palestinienne et à la question du Sahara occidental. L'Algérie qui s'est aussi emparée d'autres dossiers. Il y a la question libyenne, il y a la question du Mali aussi. Et dans ces dossiers-là, on remarque que l'Algérie, à chaque fois que les belligérants ont décidé de s'éloigner des propositions algériennes, eh bien, les dossiers ont stagné finalement. Ils ont stagné, ils n'ont pas avancé. Au fait, pardon. Non, allez-y. Au fait, l'Algérie s'est construite au-delà de la doctrine, une approche. Et cette approche, elle est basée sur le vécu. D'abord, la période coloniale, la guerre d'indépendance et tout ce qui a précédé, mais ce révolutionnarisme ou son acte révolutionnaire durant les années 60-70, la crise politique et économique de 86, sécuritaire des années 90, tout cela a forgé une vision de l'Algérie. Sur la base de cette vision, qu'elle a construit une approche et qu'elle veut volontairement aider les autres sur cette base-là pour leur éviter ce que a vécu l'Algérie. Sur cette base a été fait la vision, donc, ou l'approche algérienne vis-à-vis de la question libyenne pour aider les frères ennemis libyens pour retrouver leur stabilité. Ça a été le process de Tamanrasset 2010 pour aider l'ensemble des pays voisins pour combattre le terrorisme, combattre tout type de menaces asymétriques. Elle a fait le process d'Alger 2015 pour nos amis maliens. Et elle reste aussi donc à l'écoute et à chercher les meilleurs moyens pour aider nos voisins, tel que ça a été fait récemment avec le Niger, les accords conclus avec la Mauritanie, avec le Mali, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, la création de zones franches, la relance de la ZLECAf, tout ça est une action au cœur de la vision algérienne comme... L'Algérie donc qui préconise les solutions africaines aux problèmes africains. Je me permets de vous couper, messieurs. Avant de clore cette édition, on retrouve notre ami Kherdine Batache, toujours en direct du QG du candidat Abdelmajid Tebboune. Kherdine Batache, vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Rebonsoir Nouhed. Le point presse animé par le coordinateur médiatique de la direction de campagne du candidat Abdelmajid Tebboune vient de se terminer. On retient bien entendu la teneur de ce point presse dans laquelle on peut retrouver tout simplement des remerciements adressé au nom du candidat Abdelmajid Tebboune, candidat victorieux lors de cette élection, au peuple algérien et à tous ceux qui ont choisi de voter pour lui et de lui accorder leur confiance une deuxième fois. Il a également remercié les deux autres candidats malheureux lors de cette élection, Youssef Aouchiche et Abdelali Hassani Cherif, pour leur professionnalisme et tout simplement pour avoir daigné présenter une belle image de l'Algérie lors de cette campagne. Il remercie également tous ceux qui ont pris part à cette élection, y compris ceux qui n'ont pas choisi de voter pour Abdelmajid Tebboune, qui remercie l'ensemble des Algériens et remercie l'Algérie pour ce succès justement qu'il accorde et qu'il impute à une Algérie victorieuse, comme le préconise, comme le laisse entendre tout simplement son slogan de campagne, une Algérie victorieuse. Merci Kherdine Batache pour toutes ces informations. On arrive, messieurs, à la fin de cette émission. C'était rapide. Merci d'avoir été avec nous. Merci à Abdeslam Itache d'avoir été présent également depuis Paris. Merci à Abdelkader Soufi. Edir Sassi, merci à vous également, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée.